De Poutine est-il en train d'augmenter? Offensive russe de printemps, on en parle depuis quelque temps maintenant, et bien ça se précise selon le Kyiv Post. Le journal ukrainien, la Russie n'est pas intéressée par une paix à long terme, prévoit de lancer une offensive terrestre majeure, dit le journal, avec l'objectif de vaincre l'Ukraine dans les 6 à 9 mois prochains. Et le journal se base sur des sources militaires, sur des bases civiles également. Alors, est-ce que la stratégie de Trump a redonné plus confiance encore à Poutine, avec encore plus l'envie, mais aussi la capacité de dévorer son voisin ukrainien? On en parle toujours avec Sabrina Agresti-Roubache, avec Nicolas Bouzou, avec Christian Macarian et avec Christian Proutot. Avant de vous entendre, Charles Divot, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en direct depuis Moscou. Que savez-vous de ces plans russes potentiels pour l'Ukraine au printemps ? Ce qui est sûr, c'est que Vladimir Poutine est assez offensif, puisque rappelez-vous, il y a quelques jours, il a exprimé, en parlant de l'armée ukrainienne, sa volonté de les achever. Alors, y aura-t-il une offensive au printemps ? Sur le terrain, certains éléments laissent le penser, puisque, vous le savez, les troupes russes sont en train de se réorganiser autour de certains points stratégiques, notamment autour de Kharkiv ou autour de Soumy. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aux yeux du Kremlin, la voie est libre depuis qu'ils ont réussi à reprendre les territoires au nord de la Russie qui étaient occupés par l'armée ukrainienne. D'un point de vue aussi diplomatique, la question pourrait se poser, puisque vous le savez, les négociations elles tardent, elles traînent. S'agit-il pour Vladimir Poutine d'une façon de gagner du temps pour arriver une fois à la table des négociations en position encore plus de force? Merci beaucoup Charles Divot, en direct depuis Moscou. Merci beaucoup à vous. Factuellement parlant, la Russie, elle peut battre l'Ukraine dans les 6 à 9 mois si elle continue comme ça ? Factuellement, techniquement, militairement parlant, elle en a vraiment les moyens et la force ? Il faut s'en tenir aux faits. La façon dont la Russie a récupéré son territoire dans la région de Koursk au détriment des forces ukrainiennes est assez stupéfiant aujourd'hui. Il n'a pas nécessité la mobilisation de forces extrêmement considérables, mais leur réorganisation et surtout l'affaiblissement du côté ukrainien, qu'on attribue beaucoup à la perte du renseignement américain qui était diffusé généreusement aux Ukrainiens et qui a été brusquement interrompu par l'administration Trump. Quel que soit le facteur, le fait est là, et pour rester sur votre question factuellement, la Russie n'a jamais autant avancé dans les derniers mois que depuis que les négociations de paix sont entamées avec les États-Unis. Et ça doit nous conduire à une autre analyse, qui est que Poutine est en train, d'abord il affiche une satisfaction non feinte, mais Poutine est en train d'entamer une nouvelle phase de son offensive. Le fait de frapper Kharkiv, qui est la deuxième ville d'Ukraine, et qui est l'endroit où la Russie a échoué dans les premiers mois de l'offensive en 2022, puisqu'elle a avancé puis elle a été chassée et repoussée par les Ukrainiens. Si là aussi les Russes reprennent les positions majeures pour encercler Kharkiv jusqu'à la menacer, comme ils l'ont fait dans la région de Soumy, en partant de cette zone que les Ukrainiens avaient occupée en territoire russe, il y a alors là un véritable danger de mise à genoux de l'Ukraine. Et je pense que c'est ça que veut Poutine, c'est-à-dire arriver à la table de négociation en gagnant du temps, une fois qu'il aura mis les Ukrainiens en position de non-négociation, c'est-à-dire, ce que veut la Russie, en position de capitulation. Pour la Russie, paix est synonyme de capitulation. Je voudrais revenir sur ce qu'avance le journal, citant un journaliste militaire ukrainien qui, dans une étude du 24 mars sur les capacités militaires de la Russie et ses intentions, disait « Les preuves sont solides que le Kremlin concentre des troupes sur tout le front, mais particulièrement dans le secteur du Donbass. » On est dans du concret, là. Et que le haut commandement russe espérait épuiser et finalement détruire la résistance ukrainienne au cours des mois d'attaques incessantes. Je reviens sur ces mots-là. Est-ce que l'appétit de Vladimir Poutine, loin d'être amenuisé par l'entrée dans des phases de discussion, est en train en réalité de s'accroître, d'augmenter? Est-ce qu'on est en train de nourrir le monstre ? Mais bien évidemment. Et ce qui me laisse perplexe, c'est que la stratégie de Trump, elle était vouée à l'échec
quand on a Poutine en face de soi. Et pour répondre à la question par rapport à l'équilibre des forces, je ne suis pas persuadé qu'il va faire beaucoup mieux. Il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu presque 900 000 hommes, ce qui est monstrueux. Les pertes russes sont très importantes. Blessés et tués. Avec les blessés. Oui, mais c'est la même chose. Un unijambiste, il ne va pas au combat. Donc, désolé d'être forcé. D'ailleurs, on considère souvent au combat, pardonnez-moi, le terme est forcément choquant, il vaut mieux un blessé qu'un mort. Parce qu'un blessé, il faut le sauver. Donc, peu importe, il y a hors d'état de combattre près de 900 000 hommes. Et l'Ukraine, au moment de l'attaque, alors que tout le monde savait, parce que l'effort qui avait été mis en place, tout le monde avait donné les chiffres, on savait la puissance qu'avait développée au prétexte d'un exercice la Russie en face. L'Ukraine, si elle avait dû tomber, elle serait tombée à ce moment-là. Ils sont arrivés à combien de Kiev avec Bouchka C'est 20 km. Oui. Donc, 20 km. L'Ukraine a tenu. Et l'Ukraine est beaucoup mieux armée qu'elle ne l'était au moment où elle aurait dû perdre. Donc moi, je ne crois pas que ça va être fait en quelques mois. Mais c'est vrai que la stratégie de Trump conduit à cette chose effarante qu'en voulant faire la paix, il a contribué à ce que Poutine puisse faire encore plus la guerre. Plus vite. Avance plus vite. En fait, il a accéléré. Mais par rapport à l'article que vous citiez, je pense que les Ukrainiens ont raison d'alerter tout le monde, parce qu'une attaque va lui coûter humainement assez cher. Et elle n'a pas la ressource qu'a la Russie, puisque vous savez qu'ils ont refait un recrutement de 160 000 hommes, qui, même s'il était prévu, va dégager d'un certain nombre de postes des militaires qui ont eu le temps d'être formés du recrutement qui s'est fait en octobre, je crois. C'est ça. Vous étiez 150 000. Donc, effectivement, il va y avoir encore la boucherie, puisque c'est le système russe, c'est qu'on met en face de soi des hommes, et c'est le rouleau compresseur, tel qu'on le disait, quelles que soient les pertes humaines. Et ce que je rajoute, c'est je ne sais pas si l'appétit de Vladimir Poutine a augmenté, je pense que c'est le même. Oui, je pense qu'il a toujours eu le même appétit, en fait. Oui, non, mais il profite. Non, mais il profite. C'est un opportunité. Non, mais comment ne pas l'être à sa place? Enfin, je dirais évidemment, Donald Trump lui a ouvert la voie. Il lui a ouvert la voie, il a humilié Zelensky, il a expliqué que c'était son copain Trump, Poutine, vraiment, il faut juste regarder ce qui s'est passé depuis l'élection de Donald Trump. Et je reprends les mots de Dimitri Peskov qui disait la Russie n'a pas de tel plan. Pour l'instant. La fin de sa phrase, c'est pour l'instant. Donc la seule chose que je retienne, c'est pour l'instant. Et revenez aux accords de Minsk. Revenez à 2014. À chaque fois que Poutine dit non, je ne le ferai pas, vous savez que dans les mois qui suivent, il le fait. Et les 160 000 conscrits dont on parle, il a rallongé l'âge. Oui. C'était 18, 27 ans, maintenant c'est 18, 30 ans. 30 ans, oui. Ils ont besoin de plus d'hommes. Donc, ce que je crois... Ça va être une catastrophe. Et je pense que nous ferions bien tous de commencer à beaucoup nous inquiéter. Question, puis je vais revenir. Oui, ce qui est frappant, c'est la manière dont il conduit sur les deux plans, diplomatique et militaire, il fait avancer ses pions de façon assez étonnante. On vient d'apprendre qu'il n'était pas question que M. Poutine voit et s'entretienne avec Donald Trump en Arabie Saoudite, que ce serait des contacts d'une autre nature. C'est aussi encore une manière de tergiverser, de gagner du temps. D'humilier Trump aussi, pardon. Alors, je ne suis pas sûr qu'il cherche à humilier Trump parce que ça interromprait cette martingale qu'il a découverte là. Non, il faut que ça dure le plus longtemps possible jusqu'au coup de colère présumé de Trump. Parce que Trump est capable de faire ça. Et de taper du poing sur la table et de frapper la Russie de nouvelles sanctions. Il le peut. Il pourrait le faire. Mais on n'en sait rien à l'heure où nous parlons. Mais ce qui est frappant pour le moment, c'est comment Poutine tire un profit considérable de la situation, alors même que c'est un homme qui, depuis 2022, n'a pas réussi du tout tous ses objectifs. Quel est son objectif primordial? Sur le plan territorial,
il n'est pas loin du but, même s'il n'a pas tout pris. Mais son objectif primordial, c'est d'abattre Volodymyr Zelensky, de le chasser du pouvoir. Car Volodymyr Zelensky à la tête de l'Ukraine, c'est la preuve vivante que Poutine n'a pas réussi. Et il faut qu'il soit renversé et remplacé par quelqu'un qui soit favorable aux Russes, qui accepte la renonciation complète de l'Ukraine à l'adhésion à l'OTAN, la démilitarisation de l'Ukraine et, entre guillemets, ce que les Russes appellent la dénazification, c'est-à-dire le fait d'extirper les partis de droite nationalistes du système de gouvernement ukrainien. Donc Poutine poursuit, Poutine poursuit de façon stupéfiante la même ligne. Et ce que l'administration, au contraire, il l'a même approfondi. Et ce que l'administration Trump n'a pas compris, par fainéantise et par refus de travailler le mental russe, c'est qu'ils n'ont pas compris que les Russes étaient, encore une fois, en train d'accomplir leur plan. Qu'on se repenche sur les mots de Kiev Post. L'intention du Kremlin est de faire traîner les négociations de paix menées par les États-Unis et d'utiliser Washington comme un levier. Pour arracher des concessions à l'Ukraine qui sera affaiblie et moins à même de résister à une prochaine agression russe. Ils font délibérément traîner les négociations pour attaquer encore et encore en espérant la capitulation. Toujours la capitulation. Oui. Et l'Ukraine affaiblie. Et donc l'Union européenne affaiblie. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est comment on réagit. Au fond, l'Union européenne est dans un environnement nouveau. On a face à nous 2 logiques impériales, qui sont des logiques qui nous ramènent à avant 1945 et même au 19e siècle. C'est-à-dire, le président Poutine, grosso modo, dit « Moi, il faut que j'étende mon territoire », mais les États-Unis, je voudrais rappeler quand même le voyage de J.D. Vance au Groenland la semaine dernière, les États-Unis nous disent quelque chose finalement de pas très différent. Ils nous disent, le Groenland, pour des raisons X ou Y, on en a besoin et d'une façon ou d'une autre, ça doit devenir un territoire américain. Je m'étonne d'ailleurs qu'on n'en parle pas plus et qu'on ne s'en émeuve pas plus, le Groenland. Le Groenland, on en parle quasiment tous les jours. Vous, oui, mais je veux dire... Non, mais globalement... Oui, mais bon, quand même un territoire de l'Union européenne. Donc on est face à 2 logiques impériales. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on soit plus fort économiquement, plus fort militairement. On l'est dans les mots, on ne l'est pas encore dans les faits. Là encore, vous me demandiez tout à l'heure d'être très concret. Oui. Les industriels de l'armement, parce que moi, ils me parlent, les gens me parlent beaucoup, ils me disent, très bien tout ce qui est annoncé, mais les contrats, on ne les a pas. Toujours rien. Les commandes ne sont pas passées. Les commandes ne sont pas faites. La question des délais de paiement, les anciens contrats, l'État, toujours prompt à donner des leçons aux entreprises, etc. Le plus mauvais payeur de la Terre, y compris pour les industriels de l'armement. Les industriels de l'armement, ils n'ont pas besoin uniquement... Il leur faut des contrats, mais ils ont besoin aussi, au bout d'un moment, d'être payés s'ils veulent investir et étendre leur capacité de production. Donc, vous voyez, donc là, quand même, on a affaire à des dysfonctionnements de l'État qui nous affaiblissent au-delà des mots. Et on porte beaucoup de jugements moraux, on s'inquiète, etc. Tout ça est vrai, mais moi, ce qui m'obsède, c'est comment on agit, comment on se protège, parce qu'on a les moyens de le faire. En réalité, il ne se passe pas grand-chose derrière les mots, les actes ne sont pas là, ça ne bouge pas. Pas à la hauteur des mots. Réunit le gouvernement, je crois, quasi chaque semaine pour essayer de demander, au gouvernement de trouver des pistes. Et c'est quoi, c'est le gouvernement qui ne se remue pas le ministère des Armées. Non, le ministère des Armées, Sébastien Lecornu, quand même, a été... lui, quand même, fer de lance et très actif. La question des comptes. On a quand même une administration en France qui est lente. Et là, on ne peut pas être lent. Parce que quand on commande, par exemple, des hélicoptères. Des hélicoptères ou des avions ou des Rafales. Airbus hélicoptères. Il faut quand même du temps pour les produire. Donc il faut vite passer les contrats, si vous voulez. C'est pas, on va pas commencer là, à tout regarder dans le détail, etc. et à dire on fait ça dans 6 mois ou dans un an. Ce sont des procédures qui sont lourdes et qui sont, il faut bien le comprendre, des procédures liées au fait que nous étions en temps de paix. Oui, c'est ça. Donc, nous n'avons pas de procédure d'urgence et d'accélération liée à la gravité de la situation en Ukraine. Nous avons un seul schéma administratif et technique de vérification. Mais nous avons su le faire pendant le Covid. Oui, mais le Covid, c'était la santé publique. On est reparti sur un autre débat et avec plaisir, avec passion, parce qu'il y a des infos et c'est intéressant. Non, mais c'est parfait. Je voudrais juste quand même revenir à un petit questionnement. C'est vous qui l'avez mis sur la table, Christian. Vous l'avez donné, cette info. Le Kremlin dit qu'il n'y aura pas de Poutine en Arabie Saoudite dans les prochains jours, alors qu'on avait compris du côté des États-Unis que Trump, il était tenté d'y aller. Est-ce que ça va mal se terminer entre eux ? Est-ce que c'est déjà fini la lune de miel ? Je rappelle qu'on nous dit beaucoup, certains des intervenants, que c'est un peu le pari de l'Union européenne et même de l'Élysée de se dire très vite,
Trump va se sentir humilié, va se sentir trahi et va se mettre dans une colère noire vis-à-vis de Poutine et ce sera la rupture. On dirait même qu'il la travaille, la rupture Poutine, là. Non, mais vous avez dû noter quelque chose. Ils ne sont pas dans la liste des... la Russie n'est pas dans la liste économique. Les droits de douane, oui. Les droits de douane. C'est une menace qu'il a formulée ces derniers jours. Ça, c'est la première chose. Quand Poutine l'a fait attendre 1 heure... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Avec cette espèce de passage surréaliste avec Peskov, il dit n'importe quoi. Oui, à peu près n'importe quoi. Où il était interviewé par le... Non, c'était le... C'est un forum économique. Le forum économique, et celui qui était à côté de lui dit « Mais vous êtes tenu par l'heure ». Peskov nous a dit « Non, il dit n'importe quoi ». Donc, on est face à Poutine qui n'en a rien à faire de Trump. Et Trump lui fait gagner du temps. À quel moment c'est la rupture? Est-ce que vous dites que ça va mal se terminer entre eux? Est-ce que ça va mal se terminer entre Poutine et Trump? Est-ce que c'est le pari de certains, encore une fois? Et est-ce que c'est en train de se dessiner là? Si Trump avait une échine en dehors de faire son spectacle, je vous dirais oui. Mais j'ai plutôt l'impression que Trump, il joue comme il le fait à chaque fois, comme s'il était dans son émission de télévision. Et il est bon client pour ça, comme oui, absolument. On dit sur les plateaux. C'est le principe de la télé-réalité. Mais derrière, il n'y a pas d'échine. Il n'est pas appuyé par... on ne voit pas... Christian, 2 secondes. Non, pas de problème. Moi, ce qui me surprend par rapport à ce qui se passe aux États-Unis depuis des années, on ne voit pas les états-majors militaires auprès de lui, qui sont, au niveau géostratégique, souvent importants dans les décisions qui sont prises par un président. Pas du tout. Il a juste son ancien militaire, là, qui est secrétaire d'État à la Défense, qui dit n'importe quoi, et qui fait n'importe quoi, on l'a vu avec le renseignement, c'est tout. Mais vis-à-vis de Trump, vis-à-vis de Poutine, il n'est pas au niveau. Alors, c'est exactement ça. Il a ouvert 4 dossiers brûlants en même temps. Les droits de douane, on en a assez parlé. Le Moyen-Orient et Gaza, avec ce projet ahurissant auquel on voudrait nous faire croire de transformation en Riviera, ce qui cache en réalité un véritable nettoyage ethnique. Absolument. Oui, il n'y a pas d'autre en cours d'accomplissement. L'attaque du Yémen avec la fuite ahurissante à laquelle vous faisiez allusion, qui montre un degré d'amateurisme, de non-sérieux, de légèreté tout à fait inquiétant, et puis bien sûr le dossier ukrainien. Dans tout ça, si vous voulez, c'est totalement brouillon, désorganisé. Vous avez des interlocuteurs attitrés, le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, qui est Marco Rubio, qui est court-circuité par M. Witkoff, spécialiste de l'immobilier de luxe à New York, qui va négocier seul avec un interprète à Moscou. En face, ils sont 80 ou 100 structurés à mort, les Russes. Dès que la négociation et les poignées de main et les sourires sont terminés, ils sortent une nouvelle revendication pour montrer que les négociations qui viennent de s'achever n'aboutissent à rien d'autre qu'à une nouvelle revendication russe. Comme à chaque fois. Comme la mer Noire. Oui, tout à fait. Comme la mer Noire. La mer Noire. Ça sortait du chapeau. C'est sorti du chapeau parce que ça sert uniquement les intérêts russes pour l'exportation du grain et des engrais. Et sa marine. Voilà, les Russes ont perdu 10 millions de tonnes en 2 ans, 10 millions de tonnes d'export de grains, et il faut qu'ils les récupèrent. Donc il faut qu'ils assouplissent le système. Donc Poutine a un agenda très clair dans la tête. C'est un agenda par objectif. Absolument. Il coche des cases. Organisé. Alors que Trump a un agenda calendaire. C'est par jour. Il coche les jours, tandis que Poutine coche les objectifs. C'est pourquoi Trump s'est mis en position d'infériorité dans cette négociation. Christian a raison, vous avez cité Kharkiv tout à l'heure. Oui. Kharkiv sous la menace des bombes planantes. Reportage. Depuis plusieurs semaines, Kharkiv est ciblé quotidiennement par les Russes. Chaque jour, la défense antiaérienne est sollicitée. Mais le nombre des attaques rend son travail extrêmement difficile. Reportage dans le nord de l'Ukraine. Thomas Misraki, Vincent Martner et Kostya Yeremenko. Une soirée ordinaire dans le nord de l'Ukraine. Ce soir-là, la mission de ces hommes n'est pas terminée. Il y a un Shahed qui arrive, un deuxième Shahed, et ça c'est une bombe planante. Le plus compliqué pour eux, atteindre leur cible dans l'obscurité.
Pendant la nuit, même une nuit sans nuages, tu peux entendre un drone à 10 km. Mais c'est difficile à voir, même avec les lunettes infrarouges. Et avec notre lunette à visée nocturne, c'est compliqué de trouver une petite cible et de l'abattre. Autre difficulté ici, la proximité avec la Russie. La frontière est à une vingtaine de kilomètres. Nos radars ne voient pas toujours les shaheds qui viennent du nord. On ne peut les pister que quand ils passent la frontière. Et quand les artilleurs n'arrivent pas à atteindre leur cible, voici le résultat. Ici, 6 drones shahed ont frappé. Tout a été détruit. L'attaque a provoqué un incendie massif, environ 4000 m². Une partie du toit, des sites de production et un entrepôt sont partis en fumée. Dans le viseur des Russes, le bâtiment du centre spatial de Kharkiv. Mais le reste du quartier n'a pas été épargné. Gennady et son associé sont exaspérés. Depuis 3 ans, c'est la 7e fois que leur gymnase est pris pour cible. Pourquoi les Russes visent-ils ce complexe sportif? Pourquoi font-ils ça? On devrait leur demander. Pourquoi tirent-ils ici? Pourquoi visent-ils des hôpitaux? Des hôpitaux avec des civils, des écoles. Allez comprendre. Ici, personne n'a la réponse, mais depuis un mois, tout le monde constate une détérioration de la situation. Les bombardements sont plus fréquents et plus importants. Avant, disons, cet hiver, c'était plus calme. Sur les 31 jours que compte le mois de mars, Kharkiv a été bombardé à 42 reprises. Parce qu'on part de zéro. Oui. Voilà pour ce reportage. Thomas Misraki, Vincent Wartner et Kostia Yaremenko. Dans un instant.